Si mon père m'avait plus aidé, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation. C'est aussi sa faute si je n'y arrive pas. L'instant où j'ai entendu ces mots, j'ai eu l'impression que ma vie s'effondrait. J'avais tout sacrifié pour ma famille, mais au final, il ne me restait que la solitude et la perte. Pourtant, ce n'était pas la fin. Malgré le sentiment d'abandon, malgré l'estime de soi brisée, je me suis relevé. Et maintenant, je vis ma vie pour moi-même. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous raconter le parcours que j'ai suivi pour reprendre ma vie en main et comment vous aussi, vous pouvez créer une nouvelle harmonie dans votre quotidien. J'espère que si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous y puiserez une petite inspiration pour transformer votre propre vie. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et d'activer la clochette de notification. Si vous partagez cette histoire autour de vous, cela permettra à bien d'autres personnes de trouver réconfort et courage. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Dubois, j'ai 63 ans cette année. L'histoire que je vais vous raconter a commencé lorsque mon fils, Thomas, a découvert le violoncelle, en CE2. À vrai dire, il n'y avait pas de grand projet au départ. C'est ma femme, Christine, qui, en cherchant des activités parascolaires, pour Thomas, a rapporté une brochure d'une académie de musique. Au début, on lui a suggéré le violon, mais il l'a trouvé trop petit et pas très intéressant. Alors il a refusé. Puis, quand il a vu le violoncelle, il a eu un sourire immense, comme s'il retrouvait un vieil ami. Cette image reste gravée dans ma mémoire. C'est ainsi qu'a commencé sa première rencontre avec le violoncelle. Et Thomas s'est très vite passionné pour l'instrument. Chaque soir, il révisait ce qu'il avait appris à l'académie, ses petites mains pinçant les cordes, et une mélodie pure résonnait dans la chambre. Ma femme et moi étions très fiers de ce son, mais au début, nous pensions que ce n'était qu'un simple passe-temps. Comme pour le sport ou le dessin, nous pensions qu'après une période d'enthousiasme, son intérêt s'estomperait et qu'il arrêterait. Mais notre prédiction s'est révélée complètement fausse. Après plusieurs mois, Thomas n'a pas abandonné le violoncelle. Au contraire, il s'y est plongé encore plus profondément. Lors d'une petite audition organisée par l'Académie, la pièce que Thomas a interprétée, Le Jardin des Animaux Enchantés, a procuré une profonde émotion malgré sa simplicité. Après sa performance, le professeur a dit « Cet enfant est vraiment spécial. Il a un excellent sens musical et une concentration formidable. S'il étudie sérieusement, il deviendra un grand musicien. » Ces mots m'ont rempli d'excitation, mais j'ai aussi ressenti une certaine pression. Je ne pouvais pas imaginer le sens profond de l'expression « grand musicien ». Cependant, ma femme semblait déjà avoir pris sa décision. Si nous ne soutenons pas le talent de notre fils, ne le regretterons-nous pas? C'est ce qu'elle a dit, et elle a commencé à me convaincre de lui faire prendre des leçons de violoncelle plus professionnelles. Mon fils est devenu encore plus assidu dans sa pratique, et nous, la famille, avons décidé de tout faire pour soutenir son rêve. Nous avons acheté un violoncelle pour qu'il puisse pratiquer à la maison et lui avons fait prendre des leçons individuelles avec un professeur réputé, au-delà de l'académie. La charge financière est devenue considérable, mais notre désir de soutenir le talent de notre fils est resté inébranlable. Puis un événement a définitivement changé le cours de notre vie de famille, le concours national de musique. Pour jeunes talents, mon fils a passé les éliminatoires régionales et a accédé à la scène de la finale. En voyant mon fils jouer dans cette grande salle, j'étais incroyablement nerveux. Je transpirais des mains comme si j'étais moi-même sur scène, et mon cœur battait à tout rompre. Mais Thomas, pendant sa performance, est resté concentré, sans la moindre hésitation. Quand il a terminé, la foule a éclaté en applaudissements. Et finalement, mon fils a remporté la première place du concours. Ah, notre fils a vraiment du talent. Ce jour-là, j'ai réalisé pour la première fois que le talent de mon fils était réel. Après ce concours, Thomas a joué sur des scènes de plus en plus importantes. Le voir grandir à travers ses concerts était exaltant, mais des inquiétudes plus terre à terre ont également surgi.
On nous a conseillé que pour que mon fils aille plus loin, il devait étudier à l'étranger. Pour devenir un violoncelliste de renommée mondiale, il ne pouvait pas rester dans notre pays. Mais partir à l'étranger était un défi immense pour notre famille. Les frais de scolarité, le coût de la vie, le logement, tout semblait être un mur infranchissable. Au début, je m'y suis fermement opposé. Nous avons de bons professeurs. Ici aussi, est-il vraiment nécessaire d'aller à l'étranger, ai-je dit. Mais ma femme et mon fils étaient plus passionnés que moi. Thomas m'a regardé avec des yeux sérieux et a dit « Papa, je veux vraiment devenir un musicien qui joue sur de grandes scènes. » Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai pensé qu'empêcher le talent et le rêve de mon fils n'était pas le rôle d'un père. C'est ainsi que ma femme et mon fils sont partis à l'étranger, et je suis resté seul pour subvenir aux besoins de la famille. Les derniers mots de mon fils, alors qu'il se retournait pour me regarder, me reviennent encore clairement. « Papa, je vais travailler dur pour devenir un excellent musicien. » À partir de ce jour, j'ai assumé seul le rôle difficile du père. La mélodie du violoncelle de Thomas avait ouvert une nouvelle voie pour notre famille, mais je ne savais pas à quel point cette voie serait ardue. Ce jour-là, je suis rentré dans une maison vide. Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, le silence m'a accueilli. Je n'aurais jamais imaginé que cet espace où résonnait il y a encore quelques jours le son du violoncelle et les rires de la famille deviendrait si froid et si silencieux. Inconsciemment, j'ai regardé la chambre où Thomas s'entraînait. Le pupitre, les partitions, les petites notes qu'il avait laissées étaient toujours là, mais le fait qu'il ne soit plus dans cet espace me rendait encore plus seul. Au début, je pensais pouvoir supporter ces moments, même si je n'y étais pas habitué. Je me consolais en me disant que c'était du temps passé pour la famille, malgré mon travail prenant, que tout irait bien, que c'était un choix pour l'avenir de mon fils. C'est ainsi que je commençais chaque matin. Mais avec le temps, le silence de la maison vide est devenu de plus en plus pesant. Sur le chemin du travail, dans le bus, j'imaginais une vie sans ma femme et mon fils, mais une fois au bureau, je me plongeais dans le travail pour tenir le coup. Le soir était le moment le plus difficile. Dîner seul n'avait aucun goût, c'était triste. Ce n'est que maintenant que je réalisais à quel point ces moments partagés en famille, autour d'un repas, remplis de rires et de conversations, étaient précieux. J'allumais la télévision pour me distraire de cette solitude, mais le vide que je ressentais restait le même. Au fil de ces jours, je me suis rendu compte que la distance avec ma famille s'agrandissait progressivement. Parfois, ma femme et mon fils m'appelaient en vidéo. Thomas me racontait les morceaux qu'il travaillait en cours de violoncelle, ses amis à l'école, sa préparation pour les concours. À l'écran, mon fils souriait de manière éclatante, mais bizarrement, sa présence me rendait encore plus triste. Après ces conversations familiales, par écran interposé, je devais faire face à la solitude de ma chambre vide. La pression financière était aussi un poids écrasant. Je n'avais jamais imaginé qu'envoyer notre fils étudier à l'étranger serait un tel fardeau. Pour couvrir les dépenses mensuelles, je travaillais même le week-end pour compléter mes revenus. Des appels vidéo tôt le matin avant le travail, puis des vérifications des demandes de la famille tard le soir. Cette routine a progressivement épuisé mon corps, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'était ma responsabilité de père. Je me disais que si je tenais bon, ma famille pourrait sourire, et c'est ainsi que je traversais chaque journée. C'est à ce moment-là qu'une douleur lancinante, comme si ma poitrine se serrait, m'a frappé. J'ai été transporté à l'hôpital, mais je n'avais pas de temps pour me reposer. Je n'avais qu'une seule pensée, je devais me lever. Sur mon lit d'hôpital, je me suis reproché « Pourquoi suis-je si incapable ? Ne devrais-je pas supporter cela pour ma famille ?» Mais je ne pouvais nier que mon corps et mon esprit atteignaient progressivement leurs limites. Avec le temps, mon fils a commencé à rencontrer des difficultés. Ses résultats diminuaient et il semblait perdre confiance. À chaque appel vidéo, il répondait brièvement avec un air fatigué ou évitait la conversation.
Au début, j'ai cru que c'était une période de creux, mais la situation ne s'est pas améliorée avec le temps. Au contraire, elle a empiré. Ma femme me demandait de plus en plus de soutien. Si on ne lui trouve pas un meilleur professeur particulier, Thomas ne pourra pas sortir de cette situation, disait-elle. La discussion tournait toujours autour du besoin d'un meilleur environnement, d'études et de plus de soutien financier. Au début, je pensais qu'elle avait raison, mon fils souffrait et il me semblait anormal de ne rien faire. Mais il y avait un problème bien réel. J'étais déjà financièrement à bout entre les frais de scolarité et le coût de la vie à l'étranger, et je devais être honnête. Il m'était difficile d'aider davantage. Quand j'ai dit « Je crois que c'est vraiment difficile maintenant », ma femme a soupiré et n'a pas répondu tout de suite. Son expression, visible à l'écran, montrait sa déception. Quand j'ai expliqué la situation à mon fils par appel vidéo, il a baissé la tête et n'a rien dit. Après un moment, lorsqu'il a parlé, sa voix était pleine de colère et de ressentiment. « Si tu m'avais aidé davantage, cela ne serait pas arrivé, » a-t-il dit. « C'est aussi ta faute si je n'y arrive pas. » L'instant où j'ai entendu ces mots, je suis resté sans voix. Ma femme essayait de consoler Thomas à l'écran, mais cette scène me rendait encore plus seul. L'idée que j'avais tout sacrifié pour ma famille, et qu'en retour, je ne recevais que du ressentiment et de la déception, ne me quittait pas. À partir de ce jour, la communication avec ma famille a encore diminué. Mes conversations avec ma femme se limitaient aux problèmes financiers et les appels avec mon fils étaient toujours courts. « Papa, mon cours va commencer, je te laisse », me disait-il, et je sentais que je m'éloignais de plus en plus. Le temps passé à entendre la voix de mon fils diminuait, et il n'y avait plus de place pour moi dans nos conversations. Le fait que je sois resté seul à la maison, supportant tout, me semblait de plus en plus misérable. Un jour, ma femme m'a envoyé un message. « Peux-tu envoyer un peu plus d'argent pour le soutien de ce mois-ci » Il me semblait qu'il n'y avait même pas d'émotion urgente dans son message. J'ai posé mon téléphone inconsciemment et je me suis interrogé à nouveau. Est-ce que tout cela est vraiment justifié? Est-ce juste que je me sacrifie autant? Cette nuit-là, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée que tout ce que j'avais sacrifié pour ma famille n'avait en réalité aucune signification pour eux était incroyablement douloureuse. Face à la réalité où mes sacrifices n'étaient pas rendus par de la gratitude, mais par du ressentiment, je me suis progressivement effondré. Mon fils et ma femme, que je voyais à l'écran, ne me semblaient plus être la famille qui était à mes côtés. En les voyant rire et discuter, le fait que ma place n'était pas parmi eux m'isolait complètement. Je me posais la question, pourquoi ai-je fait tout cela? Et que dois-je faire maintenant? Cette question ne me quitte toujours pas aujourd'hui. J'existais pour ma famille, mais maintenant, ma place au sein de cette famille disparaissait. Le silence que j'affrontais dans ma maison vide et les souvenirs du passé qui ne me quittaient pas. La réalité que j'avais tout sacrifié pour ma famille, mais que je m'éloignais d'eux de plus en plus, m'écrasait, et mon corps et mon esprit se détérioraient progressivement. Chaque jour était une répétition du même schéma. Me réveiller était effrayant, et commencer la journée était un fardeau. Un jour, accablé par un sentiment de détresse, j'ai commencé à me promener dans mon village natal. C'était une belle journée ensoleillée, mais mon cœur restait sombre. En marchant, j'ai vu le terrain de jeu où je jouais avec mes amis d'enfance et j'ai aperçu par hasard un homme à cet endroit. Son apparence m'était familière et le souvenir est revenu immédiatement. Michel Martin. Je l'ai appelé inconsciemment par son nom. Il m'a regardé surpris. « Ah, Jean-Paul !» Il m'a accueilli avec un sourire. Nous étions les meilleurs amis d'enfance, toujours ensemble. Malgré le temps écoulé, son visage affichait toujours un sourire doux. Nous nous sommes rendus dans un petit café à proximité et nous nous sommes assis. Nous avons recommencé à parler après si longtemps, devant un café chaud. Il m'a dit qu'il vivait toujours ici, qu'il gérait un petit cercle de musique et qu'il menait une vie simple et paisible. En l'écoutant, j'ai réalisé à quel point il semblait serein et heureux. « Michel, tu as l'air vraiment heureux », lui ai-je dit. Il m'a répondu avec un sourire « Heureux ?
peut-être bien. Je vis en étant reconnaissant pour les petites choses du quotidien. Ces mots ont résonné dans ma tête. C'était une vie complètement opposée à la mienne. J'avais toujours couru vers un objectif, le bonheur d'un meilleur avenir, mais à la fin, je ne ressentais que l'isolement et la perte. Lui, cependant, semblait profiter pleinement de sa vie, même si elle n'était ni grande, ni spectaculaire. « Jean-Paul, comment vas-tu? Tu as l'air très fatigué. » m'a-t-il demandé avec un regard inquiet. Je lui ai franchement raconté ce qui m'était arrivé, le temps passé à soutenir les études de violoncelle de mon fils à l'étranger et la relation qui s'éloignait avec ma famille. En parlant, ma voix tremblait, et j'avais l'impression qu'un poids dans mon cœur se brisait. Après m'avoir écouté attentivement jusqu'au bout, il a dit tranquillement un mot. « Jean-Paul, tu as vraiment fait beaucoup pour les autres. Mais maintenant, essaie de vivre un peu pour toi. » Ces mots ont profondément touché mon cœur. Vivre pour moi-même. Ces mots eux-mêmes m'étaient étrangers. J'avais toujours placé ma famille en premier et j'avais fait dépendre le sens de ma vie d'eux seuls. Cependant, j'ai dit que je ne savais pas par où recommencer maintenant. Et il a souri et m'a parlé du cercle de musique qu'il dirigeait. « Viens rejoindre notre cercle et joue du violoncelle. » Je l'avais confié à mon fils. « Mais toi aussi, tu aimais la musique, n'est-ce pas ?» Au début, j'ai ri, et j'ai laissé couler ces mots. Qu'est-ce que je jouerais? J'ai toujours été celui qui soutenait. Mais son invitation était sincère. Finalement, j'ai décidé, d'un léger cœur, de participer à son cercle. Dès lors, son cercle est devenu un nouveau départ. Et pour moi, au début, j'avais juste l'intention de regarder, mais j'ai souvent fini par tenir maladroitement un violoncelle. En apprenant à produire des notes, une à une, j'ai étrangement retrouvé une paix intérieure oubliée. Peut-être que cet instant était le premier choix que je faisais pour moi-même. Ma rencontre avec cet ami a apporté un grand changement dans ma vie. Il a dit « La vie change selon la façon dont je l'aperçois. Si tu as vécu pour quelqu'un d'autre, maintenant tu dois construire une vie pour toi-même. » Ces mots m'ont profondément marqué et j'ai progressivement commencé à faire de petits pas pour me retrouver. Le jour où j'ai rencontré mon ami, j'ai dû faire face à des questions oubliées. Pour qui ai-je vécu jusqu'à présent? Et comment dois-je vivre maintenant? Ces questions m'ont amené à reconsidérer ma vie. En me souvenant du temps que j'avais consacré à ma famille, sans prendre soin de moi, j'ai décidé que je devais vivre le reste de ma vie pour moi-même. Le premier objectif était de retrouver la santé. En repensant à la façon dont je m'étais détérioré, j'ai commencé à faire de l'exercice le matin. Au début, c'était difficile, mais progressivement, mon endurance s'est améliorée et j'ai retrouvé la vitalité de mon corps et de mon esprit. J'ai également amélioré mes habitudes alimentaires en préparant mes repas et en mangeant régulièrement, ce qui m'a apporté une satisfaction et les résultats de mes bilans de santé se sont considérablement améliorés. En commençant les efforts pour retrouver la santé, j'ai dû faire face à un deuxième défi, la stabilité financière. J'avais tout investi dans ma famille, mais en réalité, je n'avais absolument pas préparé ma retraite. J'ai donc cherché des informations pertinentes et consulté des experts pour commencer à gérer mes finances. J'ai divisé mes actifs en produits financiers à capital garanti, en produits d'investissement avec une attente de rendement, et en fonds pour urgence, créant ainsi une situation financière stable. Au cours de ce processus, j'ai appris que la stabilité financière ne se résume pas à gagner plus d'argent, mais à concevoir une vie prévisible. Enfin, j'ai décidé de vivre ma vie pour moi-même. Le temps que j'avais consacré à ma famille était précieux, mais à la fin, le sens de ma vie s'était estompé. En jouant du violoncelle dans le cercle de musique, j'ai pu exprimer mes émotions intérieures. Et en faisant de la randonnée en montagne, j'ai pu me reconnecter avec la nature et retrouver la vitalité de la vie. Jouer du violoncelle m'a aidé à libérer mes émotions et la randonnée en montagne est devenue un moment pour faire le point sur ma vie et recharger mes batteries. Tout ce processus a apporté de grands changements en moi. Aujourd'hui, je
même davantage, et je prépare l'avenir. Ma vie actuelle est complètement différente de mon passé lourd et sombre. Me réveiller chaque matin n'est plus une source de peur, et mon quotidien est rempli de nouvelles mélodies. Ma journée commence toujours par une promenade. Les chants d'oiseaux et l'air frais que j'entends en marchant dans le parc sont en eux-mêmes un réconfort. En marchant, mon corps et mon esprit se détendent et je ressens une légère excitation en planifiant ma journée. Le matin, je me plonge dans ma pratique du violoncelle. Maintenant, le violoncelle est plus qu'un simple passe-temps, il est devenu une partie importante de ma vie. Les mouvements maladroits de mes mains sont devenus plus fluides, et en jouant, la mélodie organise mon cœur et m'apporte du réconfort. Le week-end, je pars en randonnée avec un groupe local. Le chemin pour monter en montagne est toujours difficile, mais la sueur qui coule et le souffle que je ressens au cours de l'ascension me font sentir que je suis vivant. La vue depuis le sommet m'apporte une grande paix et sérénité. La collation et le café que nous partageons rappellent les petits bonheurs que j'avais oubliés. Mes relations avec ma famille se rétablissent aussi, petit à petit. Pendant un temps, ma relation avec mon fils était tendue. Mes sacrifices lui pesaient lourdement et nous nous étions blessés mutuellement. Mais maintenant, contrairement à avant, nous essayons de comprendre le point de vue de l'autre. Un jour, j'ai eu une conversation profonde avec mon fils et je lui ai franchement dit le sens de mes sacrifices et les regrets que j'en tirais. Alors, mon fils a également exprimé le fardeau et les émotions qu'il ressentait, et cette conversation a été l'occasion de nous comprendre à nouveau mutuellement. Dans ce contexte de changement, lorsque je lui ai joué du violoncelle lors d'un appel vidéo et qu'il m'a dit « Papa, tu es vraiment devenu bon, c'est incroyable », ces mots avaient un sens bien plus profond qu'un simple compliment. Ces mots m'ont donné l'espoir de pouvoir me reconnecter avec ma famille. Grâce à de petits changements et à des efforts accumulés, ma relation avec mon fils s'améliore progressivement. Maintenant, je ressens un grand bonheur même dans les petites choses du quotidien. La promenade, la pratique du violoncelle, la randonnée, les conversations avec ma famille, tout cela crée une harmonie qui enrichit ma vie. Les sacrifices passés font toujours partie de mon histoire, mais je ne les ressens plus comme un fardeau. Je les accepte comme des pièces qui complètent une histoire précieuse. Je ne recherche plus la perfection. Au lieu de cela, je collectionne les petits bonheurs de chaque jour et je crée une nouvelle mélodie dans ma vie. Chaque jour que je vis pour moi-même et où je joue une nouvelle harmonie avec ma famille est ce qui compte le plus pour moi. Et vous, qu'en pensez-vous? Créez-vous votre propre mélodie de vie? J'espère que mon histoire sera une petite source d'inspiration. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu, d'activer la clochette de notification pour partager plus d'histoires ensemble. Partager cela avec votre entourage peut également apporter beaucoup de soutien à d'autres. À la prochaine pour une autre histoire encore plus chaleureuse et touchante. Merci.